Il y avait à ce dîner, en dehors des habitués, un professeur de la Sorbonne, Brichot, qui avait rencontré monsieur et madame Verdurin au zoo. Et si ses fonctions universitaires et ses travaux d'érudition n'avaient pas rendu très rares ces moments de liberté, serait volontiers venu souvent chez eux. Car il avait cette curiosité, cette superstition de la vie, qui, unie à un certain scepticisme relatif à l'objet de leurs études, donne dans n'importe quelle profession à certains hommes intelligents, médecins qui ne croient pas à la médecine, professeurs de lycée qui ne croient pas au thème latin, la réputation d'esprit large, brillant et même supérieur. Il affectait chez Madame Verdurin de chercher ces comparaisons dans ce qu'il y avait de plus actuel quand il parlait de philosophie et d'histoire, d'abord parce qu'il croyait qu'elles ne sont qu'une préparation à la vie, et qu'il s'imaginait trouver en action dans le petit clan ce qu'il n'avait connu jusqu'ici que dans les livres. Puis peut-être aussi parce que, s'étant vu un culte qui autrefois, ayant gardé à son insu le respect de certains sujets, il croyait dépouiller l'universitaire en prenant avec eux des hardiesses qui, au contraire, ne lui paraissaient telles que parce qu'il l'était resté. Dès le commencement du repas, comme monsieur de Forcheville, placé à la droite de madame Verdurin, qui avait fait pour le nouveau de grands frais de toilette, lui disait « C'est original, cette robe blanche ». Le docteur, qui n'avait cessé de l'observer tant il était curieux de savoir comment était fait ce qu'il appelait un « deux », et qui cherchait une occasion d'attirer son attention et d'entrer plus en contact avec lui, saisit au vol le mot « blanche ». Il sans lever le nez de son assiette, dit « Blanche, Blanche de Castille ». Puis sans bouger la tête, lança furtivement de droite et de gauche des regards incertains et souriants. Tandis que Swann, par l'effort douloureux et vain qu'il fit pour sourire, témoigna qu'il jugeait ce calembour stupide. Forcheville avait montré à la fois qu'il en goûtait la finesse et qu'il savait vivre en contenant, dans de justes limites, une gaieté dont la franchise avait charmé madame Verdurin. « Qu'est-ce que vous dites d'un savant comme cela ?» avait-elle demandé à M. Forcheville. « Il n'y a pas moyen de causer sérieusement 2 minutes avec lui. Est-ce que vous leur en dites comme cela à votre hôpital ?» avait-elle ajouté en se tournant vers le docteur. « Ça ne doit pas être ennuyeux tous les jours, alors je vois qu'il va falloir que je demande à m'y faire admettre. » Je crois avoir entendu que le docteur parlait de cette vieille chipie de Blanche de Castille, si j'ose m'exprimer ainsi. N'est-il pas vrai, madame ? Demanda Brichot. Madame Verdurin, qui, pâmant, les yeux fermés, précipita sa figure dans ses mains, de s'échapper des cris étouffés. « Mon Dieu, madame, je ne voudrais pas alarmer les âmes respectueuses, s'il y en a autour de cette table, sub rosa. Je reconnais d'ailleurs que notre ineffable République athénienne, ô combien, pourrait honorer en cette capétienne obscurantiste le premier des préfets de police à poigne. Si fait, mon cher hôte, si fait, reprit-il de sa voix bien timbrée qui détachait chaque syllabe en réponse à l'objection de monsieur Verdurin. La chronique de Saint-Denis, dont nous ne pouvons contester la sûreté d'information, ne laisse aucun doute à cet égard. Nul ne pourrait être mieux choisi comme patronne par un prolétariat laïcisateur que cette mère d'un saint, à qui elle en fit d'ailleurs voir de saumâtre, comme dit Sugère et autres Saint Bernard, car avec elle chacun en prenait pour son gras. Quel est ce monsieur demanda Mme Forcheville à Mme Verdurin. Il a l'air d'être de première force. Comment ? Vous ne connaissez pas le fameux Brichot ? Il est célèbre dans toute l'Europe. Ah, c'est Brichot, s'écria Forcheville, qui n'avait pas bien entendu. M'en dirait tant, ajouta-t-il, tout en attachant sur l'homme celle des yeux écarquillés. C'est toujours intéressant de dîner avec un homme en vue, mais dites-moi, vous invitez là avec des convives de choix, on ne s'ennuie pas chez vous. Oh, vous savez, ce qu'il y a surtout, dit modestement Mme Verdurin, c'est qu'ils se sentent en confiance, ils parlent de ce qu'ils veulent, et la conversation rejaillit en fusée. Ainsi, Brichot, ce soir, ce n'est rien, je l'ai vu, vous savez, chez moi, éblouissant, à se mettre à genoux, devant. Eh bien, chez les autres, ce n'est plus le même homme, il n'a plus d'esprit, il faut lui arracher les mots, il est même ennuyeux. C'est curieux, dit Forcheville étonné. Un genre d'esprit comme celui de Brichot aurait été tenu pour stupidité pure dans la coterie où Swann avait passé sa jeunesse, bien qu'il soit compatible avec une intelligence réelle et celle du professeur, vigoureuse et bien nourrie, aurait probablement pu être enviée par bien des gens du monde que Swann trouvait spirituel. Mais ceci avait fini par lui inculquer si bien leur goût et leur répugnance,
au moins en tout ce qui touche à la vie mondaine et même en celle de ses parties annexes qui devraient plutôt relever du domaine de l'intelligence. La conversation que Svan ne put trouver, les plaisanteries de Brichot, que pédantesques, vulgaires et grasses à écurer, puis était choqué dans l'habitude qu'il avait des bonnes manières par le ton rude et militaire qu'affectait en s'adressant à chacun l'universitaire cocardier. Enfin, peut-être avait-il surtout perdu ce soir-là de son indulgence en voyant l'amabilité que Madame Verdurin déployait pour ce Forcheville qu'Odette avait eu la singulière idée d'amener. Un peu gênée vis-à-vis de Svan, elle lui avait demandé en arrivant « Comment trouvez-vous mon invité ?» Et lui, s'apercevant pour la première fois que Forcheville, qu'il connaissait depuis longtemps, pouvait plaire à une femme et était assez belle, avait répondu « Immonde !» Certes, il n'avait pas l'idée d'être jaloux d'Odette, mais il ne se sentait pas aussi heureux que d'habitude des Cambrichot, et on commençait à raconter l'histoire de la mère de Blanche de Castille, qui avait été avec Henri Plantagenet des années avant de l'épouser, voulut s'en faire demander la suite par Svan en lui disant « N'est-ce pas, monsieur Svan ?» Sur le ton martial qu'on prend pour se mettre à la portée d'un paysan pour donner du cœur à un troupier, Svan coupa l'effet de Brichot à la grande fureur de la maîtresse de la maison, en répondant qu'on voulut bien l'excuser de s'intéresser si peu à Blanche de Castille, mais qu'il avait quelque chose à demander au peintre. Celui-ci en effet était allé, dans l'après-midi, visiter l'exposition d'un artiste, ami de Mme Verdurin, qui était mort récemment, et Svan aurait voulu savoir par lui, car il appréciait son goût, si vraiment il y avait dans ses dernières œuvres plus que la virtuosité qui stupéfiait déjà dans les précédentes. À ce point de vue-là, c'était extraordinaire, mais cela ne semblait pas d'un art, comme on dit, très élevé, dit Svan en souriant. Élevé, à la hauteur d'une institution, interrompit Cottard en levant les bras avec une gravité simulée. Toute la table éclata de rire. Quand je vous disais qu'on ne peut pas garder son sérieux avec lui, dit Madame Verdurin à Forcheville, au moment où on s'y attend le moins, il vous sort une calembredaine. Mais elle remarqua que seul Svan ne s'était pas déridé, du reste il n'était pas très content que Cottard fit rire de lui devant Forcheville. Mais le peintre, au lieu de répondre d'une façon intéressante à Svan, ce qu'il eût probablement fait s'il eût été seul avec lui, préféra se faire admirer des convives en plaçant un morceau sur l'habileté du maître disparu. « Je me suis approché, dit-il, pour voir comment c'était fait. J'ai mis le nez dessus. Ah bien oui, on ne pourrait pas dire si c'est fait avec de la colle, avec du rubis, avec du savon, avec du bronze, avec du soleil, avec du caca. Et un fond 12, s'écria trop tard le docteur dont personne ne comprit l'interruption. Ça a l'air fait avec rien, reprit le peintre. Pas plus moyen de découvrir le truc que dans la ronde ou les régentes. Ils sont encore plus forts comme Pat que Rembrandt que Hals. Tout y est menant, je vous jure. Et comme les chanteurs parvenus à la note la plus haute qu'ils puissent donner continuent en voix de tête piano, ils se contentent de murmurer en riant, comme si en effet cette peinture eût été dérisoire à force de beauté. Ça sent bon, ça vous prend la tête, ça vous coupe la respiration, ça vous fait du chatouille. Et pas mèche de savoir avec quoi c'est fait, c'est un sorcier, c'est de la rouille, c'est du miracle. C'est malhonnête. En s'arrêtant, redressant gravement la tête, prenant une note de basse profonde qui tâchait de rendre harmonieuse, ajouta « Et c'est si loyal !» Sauf au moment où il avait dit « plus fort que la ronde !» Blasphème qui a provoqué une protestation de Mme Verdurin, qui tenait la ronde pour le plus grand chef-d'œuvre de l'univers avec la 9e et la Samothrace, et a fait avec du caca, qui avait fait jeter à Forcheville un coup d'œil circulaire sur la table pour voir si le mot passait, et avait ensuite amené sur sa bouche un sourire prude et conciliant. Tous les convives, excepté Svan, avaient attaché sur le peintre des regards fascinés par l'admiration. « Ce qu'il m'amuse quand il s'emballe comme ça !» s'écria quand il eut terminé Mme Verdurin, ravi que la table fût justement si intéressante. Le jour où M. de Forcheville venait pour la première fois. « Et toi, qu'est-ce que tu as resté comme cela, bouche bée, comme une grande bête ?» dit-elle à son mari. « Tu sais pourtant qu'il parle bien. On dirait que c'est la première fois qu'il vous entend. Si vous l'aviez vu pendant que vous parliez, il vous buvait. Et demain, il nous récitera tout ce que vous avez dit sans manger un mot. » « Mais non, c'est pas de la blague, dit le peintre, enchanté de son succès. Vous avez l'air de croire que je fais le boniment, que c'est du chiquet. Je vous y mènerai voir. Vous direz, si j'ai exagéré, je vous fiche mon billet, que vous revenez plus emballé que moi. » «
Mais non, nous ne croyons pas que vous exagérez. Nous voulons seulement que vous mangiez et que mon mari mange aussi. Redonnez de la sole normande à monsieur. Vous voyez bien que la sienne est froide. Nous ne sommes pas si pressés, vous servez comme s'il y avait le feu. Attendez donc un peu pour donner la salade. Madame Cottard, qui était modeste et parlait peu, savait pourtant ne pas manquer d'assurance quand une heureuse inspiration lui fait trouver un mot juste. Elle sentait qu'il aurait du succès. Cela la mettait en confiance et ce qu'elle en faisait était moins pour briller que pour être utile à la carrière de son mari. Aussi ne laissait-elle pas échapper le mot de salade que venait de prononcer Madame Verdurin. « Ce n'est pas de la salade japonaise ?» dit-elle à mi-voix en se tournant vers Odette. Et ravie et confuse de l'à-propos et de la hardiesse qu'il y avait à faire ainsi une allusion discrète mais claire à la nouvelle et retentissante pièce de Dumas, elle éclata d'un rire si charmant d'ingénu, peu bruyant, mais si irrésistible qu'elle resta quelques instants sans pouvoir le maîtriser. « Qui est cette dame ? Elle a de l'esprit, dit Forcheville. »« Non, mais nous vous en ferons si vous venez tous dîner vendredi. Je vais vous paraître bien provincial, monsieur, dit Mme Cottard à Swann, mais je n'ai pas encore vu cette fameuse Francillon dont tout le monde parle. Le docteur y est déjà allé, je me rappelle même qu'il m'a dit avoir eu le très grand plaisir de passer la soirée avec vous. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé raisonnable qu'il loue des places pour y retourner avec moi. Et évidemment, au théâtre français, on ne regrette jamais sa soirée. C'est toujours si bien joué. Mais comme nous avons des amis très aimables, Mme Cottard prononçait rarement un nom propre et se contentait de dire « des amis à nous », une de mes amies par distinction sur un ton factice et avec l'air d'importance d'une personne qui ne nomme que qui elle veut, qui ont souvent des loges et ont la bonne idée de nous emmener à toutes les nouveautés qui en valent la peine. Je suis toujours sûr de voir Francillon un peu plus tôt ou un peu plus tard et de pouvoir me former une opinion. Je dois pourtant confesser que je me trouve assez sotte, car dans tous les salons où je vais en visite, on ne parle naturellement que de cette malheureuse salade japonaise. On commence même à en être un peu fatigué, ajouta-t-elle, en voyant que Swann n'avait pas l'air aussi intéressé qu'elle aurait cru par une si brûlante actualité. Il faut avouer pourtant que cela donne quelquefois prétexte à des idées assez amusantes. Ainsi, j'ai une de mes amies qui est très originale, quoique très jolie femme, très entourée, très lancée, et qui prétend qu'elle a fait faire chez elle cette salade japonaise, mais en faisant mettre tout ce qu'Alexandre Dumas-Fils dit dans la pièce. Elle avait invité quelques amis à venir en manger. Malheureusement, ce n'étaient pas des élus, mais elle nous l'a raconté tantôt à son jour. Il paraît que c'était détestable. Elle nous a fait rire aux larmes. Mais vous savez, tout est dans la manière de raconter, dit-elle en voyant que Swann gardait un air grave, en supposant que c'était peut-être parce qu'il n'aimait pas Francillon. Du reste, je crois que j'aurais une déception. Je ne crois pas que cela vaille Serge Panine, l'idole de Madame de Crécy. Voilà au moins des sujets qui ont du fond, qui font réfléchir, mais donner une recette de salade sur la scène du théâtre français. Tandis que Serge Panine, du reste, c'est comme tout ce qui vient de la plume de Georges Honnête. C'est toujours si bien écrit. Je ne sais pas si vous connaissez Le Maître de Forge. Je préférerais encore Serge Panine. Pardonnez-moi, lui dit Swann d'un air ironique, mais j'avoue que mon manque d'admiration est à peu près égal pour ces deux chefs-d'œuvre. Vraiment ? Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Est-ce un parti pris ? Trouvez-vous peut-être que c'est un peu triste ? D'ailleurs, comme je dis toujours, il ne faut jamais discuter sur les romans ni sur les pièces de théâtre. Chacun a sa manière de voir. Et vous pouvez trouver détestable ce que j'aime le mieux. Elle fut interrompue par Forcheville qui interpellait Swann. En effet, tandis que Madame Cottard parlait de Francillon, Forcheville avait exprimé à Madame Verdurin son admiration pour ce qu'il avait appelé le petit speech du peintre. « Monsieur a une facilité de parole, une mémoire », avait-il dit à Madame Verdurin quand le peintre eut terminé, « comme j'en ai rarement rencontré. Bigre, je voudrais bien en avoir autant. Il ferait un excellent prédicateur. On peut dire qu'avec M. Bréchot, vous avez là 2 numéros qui se valent. Je ne sais même pas si, comme Platine, celui-ci ne damerait pas encore le pion au professeur. Ça vient plus naturellement, c'est moins recherché. Quoi qu'il est, chemin faisant, quelques mots un peu réalistes, mais c'est le goût du jour. Je n'ai pas souvent vu tenir le crachoir avec une pareille dextérité, comme nous disions au régiment. Pourtant, j'avais un camarade que justement, monsieur me rappelait un peu à propos de n'importe quoi. Je ne sais que vous dire sur ce vers, par exemple. Il pouvait dégoiser pendant des heures, non pas à propos de ce vers, ce que je dis stupide, mais à propos de la bataille de Waterloo, de tout ce que vous voudrez, et nous envoyer chemin faisant des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Du reste, Swann était dans le même régiment, il a dû le connaître. « Vous voyez ce qu'est monsieur Swann ?» demanda Madame Verdurin. « Mais non !» répondit monsieur de Forcheville, et comme pour se rapprocher plus aisément d'Odette, il désirait être agréable à Swann, voulant saisir cette occasion
pour le flatter de parler de ses belles relations, mais d'en parler en homme du monde sur un ton de critique cordial et n'avoir pas l'air de l'en féliciter comme d'un succès inespéré. N'est-ce pas, Svan? Je ne vous vois jamais. D'ailleurs, comment faire pour le voir? Cet animal-là est tout le temps fourré chez les Latremoille, chez les Laumes, chez tout ça. Imputation d'autant plus fausse d'ailleurs que depuis un an, Svan n'allait plus guère que chez les Verdurins, mais le seul nom de personne qu'il ne connaissait pas était accueilli chez eux par un silence réprobateur. Monsieur Verdurin, craignant la pénible impression que ces noms d'ennuyeux, surtout lancés ainsi, sans tact à la face de tous les fidèles, avaient dû produire sur sa femme, jeta sur elle, à la dérober un regard plein sollicitude. Il vit alors que dans sa résolution de ne pas prendre acte, de ne pas avoir été touché par la nouvelle qui venait de lui être notifiée, de ne pas seulement rester muette, mais d'avoir été sourde comme nous l'affectons quand un ami fautif essaye de glisser dans la conversation une excuse que ce serait avoir l'air d'admettre que de l'avoir écouté sans protester, ou quand on prononce devant nous le nom défendu d'un ingrat. Madame Verdurin, pour que son silence n'eût pas l'air d'un consentement, mais du silence ignorant des choses inanimées, avait soudain dépouillé son visage de toute vie, de toute motilité. Son front bombé n'était plus qu'une belle étude de ronde bosse où le nom de la Trémoïle, chez qui était toujours fourré Svan, n'avait pu pénétrer. Son nez légèrement froncé laissait voir une échancrure qui semblait calquée sur la vie. On lui dit que sa bouche entrouverte allait parler. Ce n'était plus qu'une cire perdue, qu'un masque de plâtre, qu'une maquette pour un monument, qu'un buste pour le palais de l'industrie, devant lequel le public s'arrêterait certainement pour admirer comment le sculpteur, en exprimant l'indescriptible dignité des Verdurins opposée à celle de la Trémoïle et des Laumes, qu'ils valent certes ainsi que tous les ennuis de la terre, était arrivé à donner une majesté presque papale à la blancheur et à la rigidité de la pierre. Mais le marbre finit par s'animer, fit entendre qu'il fallait ne pas être dégoûté pour aller chez ces gens-là, car la femme était toujours ivre et le mari si ignorant qu'il disait Colidor pour corridor. On me paierait bien cher que je ne laisserais pas entrer ça chez moi, conclut Madame Verdurin en regardant Svan d'un air impérieux. Sans doute elle n'espérait pas qu'il se soumettrait jusqu'à imiter la sainte simplicité de la tante du pianiste qui venait s'écrire « Voyez-vous ça? Ce qui m'étonne, c'est qu'il trouve encore des personnes qui consentent à leur causer. Il me semble que j'aurais peur. Un mauvais coup est si vite reçu. Comment y a-t-il encore du peuple assez brut pour leur courir après ?» Mais que ne répondit-il, du moins comme Forcheville, « Dame, c'est une duchesse. Il y a des gens que ça impressionne encore. » Ce qui avait permis au moins à Mme Verdun d'impliquer grand bien leur face. Au lieu de cela, Svan se contenta de rire d'un air qui signifiait qu'il ne voulait même pas prendre au sérieux une pareille extravagance. M. Verdurin, continuant à jeter sur sa femme des regards furtifs, voyait avec tristesse et comprenait trop bien qu'elle éprouvait la colère d'un grand inquisiteur qui ne parvient pas à extirper l'hérésie, et pour tâcher d'amener Svan à une rétractation, comme le courage de ses opinions paraît toujours un calcul et une lâcheté aux yeux de ceux à l'encontre de qui il s'exerce, M. Verdurin interpella « Dites donc franchement votre pensée, nous n'irons pas le leur répéter. » À quoi Svan répondit « Mais ce n'est pas du tout par peur de la duchesse, si c'est de la Trémoïle que vous parlez. Je vous assure que tout le monde aime aller chez elle. Je ne vous dis pas qu'elle soit profonde. » Elle prononça profonde comme si c'était un mot ridicule, car son langage gardait la trace d'habitude d'esprit qu'une certaine rénovation, marquée par l'amour de la musique, lui avait momentanément fait perdre. Il exprime parfois ses opinions avec chaleur. Mais très sincèrement, elle est intelligente et son mari est un véritable lettré. Ce sont des gens charmants. Si bien que Madame Verdurin, sentant que par ce seul infidèle, elle serait empêchée de réaliser l'unité morale du petit noyau, ne put pas s'empêcher dans sa rage contre cet obstiné, qui ne voyait pas combien ses paroles la faisaient souffrir, de lui crier du fond du cœur « Trouvez-le si vous voulez, mais du moins ne nous le dites pas. » « Tout dépend de ce que vous appelez intelligence, dit Forcheville, qui voulait briller à son tour. « Voyons, Svan, qu'entendez-vous par intelligence ?»« Voilà, s'écria Odette, voilà les grandes choses dont je lui demande de me parler, mais il ne veut jamais. »« Mais si, protesta Svan. »« Cette blague, dit Odette. »« Blague à tabac, demanda le docteur. »« Pour vous, reprit Forcheville, l'intelligence, est-ce le bagou du monde, les personnes qui savent s'insinuer ? » Finissez votre entremets, qu'on puisse enlever votre assiette, dit Madame Verdurin d'un ton aigre en s'adressant à Sagnette, lequel, absorbé dans une réflexion, avait cessé de manger, et peut-être un peu honteuse du ton qu'elle avait pris. Cela ne fait rien, vous avez votre temps, mais si je vous le dis, c'est pour les autres, parce que cela empêche de servir.
Il y a, dit Brichot en martelant les syllabes, une définition bien curieuse de l'intelligence dans ce doux anarchiste Fénelon. Écoutez, dit à Forcheville et au docteur Madame Verdurin, il va nous dire la définition de l'intelligence par Fénelon. C'est intéressant, on n'a pas toujours l'occasion d'apprendre cela. Mais Brichot attendait que Swann lui donnait la sienne. Celui-ci ne répondit pas. Et en se dérobant fit manquer la brillante joute que Madame Verdurin se réjouissait d'offrir à Forcheville. Naturellement, c'est comme avec moi, dit Odette, d'un ton bouteur. Je ne suis pas fâché de voir que je ne suis pas la seule qui ne trouve pas à la hauteur. C'est de la trémoille que Madame Verdurin nous a montré comme si peu recommandable, demanda Brichot, lorsqu'avec force de sentir de ceux que cette bonne snob de Madame de Sévigné va être heureuse de connaître parce que cela faisait bien pour ses paysans. Il est vrai que la marquise avait une autre raison et qui pour elle devait primer cela, car Jean de lettres dans l'âme, elle faisait passer la copie avant tout. Or, dans le journal qu'elle envoyait régulièrement à sa fille, c'est Madame de la Trémoille, bien documentée par ses grandes alliances, qui faisait la politique étrangère. Mais non, je ne crois pas que ce soit la même famille, dit à tout hasard Madame Verdurin. Sa nièce, qui depuis qu'il avait rendu précipitamment au maître d'hôtel son assiette encore pleine, s'était replongée dans un silence méditatif, en sortit enfin pour raconter en riant l'histoire d'un dîner qu'il avait fait avec le duc de la Trémoille. Il est doux, il était résulté que celui-ci ne savait pas que Georges Sand était le pseudonyme d'une femme, Swann, qui avait de la sympathie pour sa nièce, crut devoir lui donner sur la culture du duc des détails montrant qu'une telle ignorance de la part de celui-ci était matériellement impossible. Mais tout d'un coup, il s'arrêta, il venait de comprendre que sa nièce pas besoin de ses preuves. Il savait que l'histoire était fausse. Pour la raison qu'il venait de l'inventer, il y avait un moment. Cet excellent homme souffrait d'être trouvé si ennuyeux par les Verdurins. Et ayant conscience d'avoir été plus terne encore à ce dîner que d'habitude, il n'avait voulu le laisser finir sans avoir réussi à amuser. Il capitula si vite, eut l'air si malheureux de voir manquer l'effet sur lequel il avait compté et répondit d'un ton si lâche à Swann pour que celui-ci ne s'acharnât pas à une réfutation inutile. « C'est bon, en tout cas, même si je me trompe, ce n'est pas un crime, je pense. » Que Swann aurait voulu pouvoir dire que l'histoire était vraie et délicieuse. Le docteur qui les avait écoutés lui disait que c'était le cas de le dire. « C'est non è vero !» Mais il n'était pas assez sûr des mots et craignit de s'embrouiller. Après le dîner, Forcheville alla de lui-même vers le docteur. Elle n'a pas dû être mal, Madame Verdurin, et puis c'est une femme avec qui on peut causer. Pour moi, tout est là. Évidemment, elle commence à avoir un peu de bouteille, mais Madame de Crécy voit une petite femme qui a l'air intelligente. Ah, ça perd les popettes. On voit tout ce qu'elle a l'œil américain. Celle-là. Nous parlons de Madame de Crécy, dit-il à Madame Verdurin qui s'approchait, la pipe à la bouche. Je me figure que comme corps de femme, je reprendrai plus tard. Je suis à la moitié de mon projet.
Nous parlons de Madame de Crécy, dit-il à Monsieur Verdurin qui s'approchait la pipe à la bouche. Je me figure que comme un corps de femme, j'aimerais mieux l'avoir dans mon lit que le tonnerre, dit précipitamment Cottard, qui depuis quelques instants attendait en vain que Forcheville reprît haleine pour placer cette vieille plaisanterie dont il craignait qu'elle ne revînt pas l'à propos si la conversation changeait de cours, et qu'il débita avec cet excès de spontanéité et d'assurance qui cherche à masquer la froideur et l'émoi inséparable d'une récitation. Forcheville la connaissait, il la comprit et s'en amusa. Quant à M. Verdurin, il ne marchanda pas sa gaieté, car il avait trouvé depuis peu pour la signifier un symbole autre que celui dont usait sa femme, mais aussi simple et aussi clair. À peine avait-il commencé à faire le mouvement de tête et d'épaule de quelqu'un qui s'esclaffe, qu'aussitôt il se mettait à tousser comme si, en riant trop fort, il avait lavé la fumée de sa pipe et la gardant toujours au coin de sa bouche, il prolongeait indéfiniment le simulacre de suffocation et d'hilarité. Ainsi, lui, même Verdurin, qui en face écoutant le peintre qui lui racontait une histoire, fermait les yeux avant de précipiter son visage dans ses mains, avait l'air de deux masques de théâtre qui figuraient différemment la gaieté. Monsieur Verdurin avait d'ailleurs fait sagement en ne retirant pas sa pipe de sa bouche, car Cottard, qui avait besoin de s'éloigner un instant, fit à mi-voix une plaisanterie qu'il avait apprise depuis peu et qu'il renouvelait chaque fois qu'il avait allé au même endroit. « Il faut que j'aille entretenir un instant le duc d'Aumale », de sorte que la quinte de M. Verdurin recommença. « Voyons, enlève donc ta pipe de ta bouche. Tu vois bien que tu vas t'étouffer à te retenir de rire comme ça, lui dit Mme Verdurin, qui venait offrir des liqueurs. Quel homme charmant que votre mari, il a de l'esprit comme 4, déclara Forcheville à Mme Cottard. Merci madame, un vieux troupier comme moi, ça ne refuse jamais la goutte. Monsieur de Forcheville trouva Odette charmante, dit Mme Verdurin à sa femme. Monsieur, on reprend. Monsieur de Forcheville trouva Odette charmante, dit Monsieur Verdurin à sa femme. Mais justement, elle voudrait déjeuner une fois avec vous. Nous allons combiner ça, mais il ne faut pas que Swann le sache. Vous savez, ils mettent un peu de froid. Ça ne vous empêchera pas de venir dîner naturellement. Nous espérons vous voir très souvent. Avec la belle saison qui vient, nous allons souvent dîner en plein air. Cela ne vous ennuie pas, les petits dîners au bois? Bien, bien. Ce sera très gentil. Est-ce que vous n'allez pas travailler de votre métier, vous? Cria-t-elle au petit pianiste, afin de faire montre à nouveau de l'importance de Forcheville, à la fois de son esprit et de son pouvoir tyrannique sur les fidèles. Monsieur de Forcheville était en train de me dire du mal de toi, dit Madame Cottard à son mari quand il rentra au salon. Et lui, poursuivant l'idée de la noblesse de Forcheville qui l'occupait depuis le commencement du dîner, lui dit « Je soigne en ce moment une baronne, la baronne Putbus. Les Putbus, c'était aux croisades, n'est-ce pas? Ils ont en Poméranie un lac qui est grand, comme 10 fois la place de la Concorde. Je la soigne pour de l'arthrite sèche. C'est une femme charmante. Elle connaît du reste, Madame Verdurin, je crois, ce qui permit à Forcheville, quand il se retrouva un moment après, seul avec Madame Cottard, de compléter le jugement favorable qu'il avait porté sur son mari. Et puis il est intéressant, on voit qu'il connaît du monde. Dame, ça c'est tant de choses, les médecins. Je vais vous jouer la phrase de la sonate pour Monsieur Swann, dit le pianiste. « Ah, bigre, ce n'est pas au moins le serpent à sonate ?» demanda M. Forcheville pour faire de l'effet. Mais le docteur Cottard, qui n'avait jamais entendu ce calembour, ne le comprit pas et crut à une erreur de M. de Forcheville, qui s'approcha vivement pour la rectifier. « Mais non, ce n'est pas serpent à sonate qu'on dit, c'est serpent à sonnette, dit-il d'un ton zélé, impatient et triomphal. Forcheville lui expliqua le calembour. Le docteur rougit. « Ah, qu'il est drôle, docteur. Oh, je le connais depuis si longtemps, répondit Cottard. Mais il se tut, sous l'agitation des trémolos de violon qui la protégeraient de leur tenue frémissante à 2 octaves de là, et comme dans un pays de montagne, derrière l'immobilité apparente et vertigineuse d'une cascade, on aperçoit 200 pieds plus bas la forme minuscule d'une promeneuse. La petite phrase venait d'apparaître, lointaine, gracieuse,
protégée par le long déferlement du rideau transparent incessant et sonore. Et Svan, en son cœur, s'adresse à elle comme à une confidente de son amour, comme à une amie d'Odette qui devrait bien lui dire de ne pas faire attention à ce Forcheville. « Ah, vous arrivez tard ?» dit Mme Verdurin, fidèle, qui n'avait invité qu'en cure-dent. « Nous avons eu un Brichot incomparable, d'une éloquence, mais il est parti, n'est-ce pas, monsieur Svan ? Je crois que c'est la première fois que vous vous rencontriez avec lui, dit-elle, pour lui faire remarquer que c'était à elle qui devait de le connaître. N'est-ce pas, il a été délicieux, notre Brichot ? » Svan s'inclina poliment. « Non ? Il ne vous a pas intéressé ?» demanda sèchement Mme Verdurin. « Mais si, madame, beaucoup. J'ai été ravi. Il est peut-être un peu moins péremptoire et un peu jovial. Pour mon goût, je lui voudrais parfois un peu d'hésitation et de douceur. Mais on sent qu'il sait tant de choses. Il a l'air d'un bien brave homme. » Tout le monde se retira fort tard. Les premiers mots de Cottard à sa femme furent: « J'ai rarement vu Madame Verdurin aussi en verve que ce soir. » « Qu'est-ce que c'est exactement que cette Madame Verdurin ? Un demi-castor ?» dit Forcheville au peintre, à qui il proposa de revenir vers lui. Odette le vit s'éloigner avec regret. Elle n'osa pas ne pas revenir avec Swann, mais fut de mauvaise humeur en voiture, et quand il lui demanda s'il devait rentrer chez elle, elle lui dit « Bien entendu », en haussant les épaules avec impatience. Quand tous les invités furent partis, Madame Verdurin dit à son mari: « As-tu remarqué comme Svan a ri d'un rire niais quand nous avons parlé de Madame de la Trémoïlle ?» Elle avait remarqué que devant ce nom Svan, Forcheville avait plusieurs fois supprimé la particule, ne doutant pas que ce fût pour montrer qu'il n'était pas intimidé par les titres. Elle souhaitait d'imiter leur fierté, mais n'avait pas bien saisi par quelle forme grammaticale elle se traduisait. Aussi sa vicieuse façon de parler l'emportant sur son intransigeance républicaine, elle disait encore les de la Trémoïlle, ou plutôt par une abréviation en usage dans les paroles des chansons de café-concert et des légendes des caricaturistes qui dissimulaient les de la Trémoïlle, mais elle se rattrapait en disant « Madame la Trémoïlle !» La duchesse, comme dit Svan, ajouta-t-elle ironiquement avec un sourire qui prouvait qu'elle ne faisait que citer elle ne prenait pas à son compte une dénomination aussi naïve et ridicule. « Je te dirais que je l'ai trouvé extrêmement bête. » Et M. Verdurin lui répondit: « Il n'est pas franc, c'est un monsieur cauteleux, toujours entre le ziste et le zeste. Il veut toujours ménager la chèvre et le chou. Quelle différence avec Forcheville? Voilà moi un homme qui vous dit carrément sa façon de penser. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Ce n'est pas comme l'autre qui n'est jamais ni figue ni raisin. Du reste, Odette a l'air de préférer joliment le Forcheville, et je lui donne raison. Et puis enfin, puisque Swann veut nous la faire à l'homme du monde, au champion des duchesses, au moins l'autre à son titre, il est toujours comme de comte de Forcheville, ajouta-t-il d'un air délicat, comme si au courant de l'histoire de ce comté, il en soupesait minutieusement la valeur particulière. « Je te dirais, dit Madame Verdurin, qu'il a cru devoir lancer contre Brichot quelques insinuations venimeuses et assez ridicules. Naturellement, comme il a vu que Brichot était aimé dans la maison, c'était une manière de nous atteindre, de pêcher notre idée. On sent le bon petit camarade qui vous déminera en sortant. » « Mais je te l'ai dit, répondit M. Verdurin, c'est le raté, le petit individu envieux de tout ce qui est un peu grand. En réalité, il n'y avait pas un fidèle qui ne fût plus malveillant que Swann, mais tous, ils avaient la précaution d'assaisonner leur médisance de plaisanteries connues, d'une petite pointe d'émotion et de cordialité, tandis que la moindre réserve que se permettait Swann dépouillait des formules de convention telles que « ce n'est pas du mal que nous disons » et auquel il dédaignait de s'abaisser paraissait une perfidie. Il y a des auteurs originaux dont la moindre hardiesse révolte parce qu'ils n'ont pas d'abord flatté les goûts du public et ne lui ont pas servi les lieux communs auxquels il est habitué. C'est de la même manière que Swann indignait M. Verdurin. Pour Swann, comme pour eux, c'était la nouveauté de son langage qui faisait croire à la noirceur de ses intentions. Swann ignorait encore la disgrâce dont il était menacé chez les Verdurin et continuait à voir leur ridicule en beau au travers de son amour.
Il n'avait de rendez-vous avec Odette, au moins le plus souvent que le soir. Mais le jour, ayant peur de la fatiguer de lui en allant chez elle, il aurait aimé du moins ne pas cesser d'occuper sa pensée. À tout moment, il cherchait à trouver une occasion d'y intervenir, mais d'une façon agréable pour elle. Si, à la devanture d'un fleuriste ou d'un joaillier, la vue d'un arbuste ou d'un bijou le charmait, aussitôt il pensait les envoyer à Odette, imaginant le plaisir qu'il lui avait procuré, ressenti par elle, venant accroître la tendresse qu'elle avait pour lui, et les faisait porter immédiatement rue La Pérouse, pour ne pas retarder l'instant où, comme elle recevrait quelque chose de lui, il se sentirait en quelque sorte près d'elle. Il voulait surtout qu'elle les reçût avant de sortir, pour que la reconnaissance qu'elle éprouverait lui valût un accueil plus tendre quand elle le verrait chez les Verdurins, ou même, qui sait, si le fournisseur faisait assez diligence, peut-être une lettre qu'elle lui enverrait avant le dîner ou sa venue à elle en personne chez lui, en une visite supplémentaire pour le remercier. Comme jadis, quand il expérimentait sur la nature d'Odette les réactions du dépit, il cherchait par celle de la gratitude à tirer d'elle des parcelles intimes de sentiments qu'elle ne lui avait pas révélés encore. Souvent, elle avait des embarras d'argent et, pressée par une dette, le priait de lui venir en aide. Il en était heureux comme de tout ce qui pouvait donner à Odette une grande idée de l'amour qu'il avait pour elle, ou simplement une grande idée de son influence, de l'utilité dont il pouvait lui être. Sans doute si on lui avait dit au début « c'est ta situation qui lui plaît, et maintenant c'est pour ta fortune qu'elle t'aime », il ne l'aurait pas cru et n'aurait pas été d'ailleurs très mécontent qu'on se la figurât tenant à lui, qu'on les sentit unis l'un à l'autre par quelque chose d'aussi fort que le snobisme ou l'argent. Mais même s'il avait pensé que c'était vrai, peut-être n'eût-il pas souffert de découvrir à l'amour d'Odette. Pour lui, cet était plus durable que l'agrément ou les qualités qu'elle pouvait lui trouver. L'intérêt qui empêcherait de venir jamais le jour où elle aurait pu être tentée de cesser de le voir. Pour l'instant, la comblant de présents, en lui rendant des services, il pouvait se reposer sur des avantages extérieurs à sa personne, à son intelligence, du soin épuisant de lui plaire par lui-même, et cette volupté d'être amoureux, de ne vivre que d'amour, de la réalité de laquelle il doutait parfois. Le prix dont en somme il la payait, en dilettante de sensations immatérielles, lui en augmentait la valeur. Comme on voit des gens incertains si le spectacle de la mer et le bruit de ses vagues sont délicieux, sans convaincre ainsi que de la rare qualité de leur goût désintéressé, en louant 100 francs par jour la chambre d'hôtel qui leur permet de les goûter. Bonne nuit.